Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous partager l'aventure d'un entrepreneur extraordinaire qui a fait le pari de se lancer depuis plus de 10 ans depuis la côte est des États-Unis à New York, d'où il a lancé notamment Productive, Illy et également très prochainement Prodontis, avec lequel il va révolutionner la brosse à dents. Ilana Beacera va nous partager son expérience, ses énormes succès de levée, de croissance et de revente, ses déconvenues d'entrepreneur, son aventure californienne et surtout sa foi inébranlable dans l'entrepreneuriat. Ce podcast a été enregistré à distance avec Zencastr, donc vous verrez un audio sensiblement différent des autres épisodes. Je l'ai enregistré avant l'épisode avec Céline Lazorte, sachant que j'avais pour ambition de faire un podcast sur 2 avec une entrepreneuse. Je pense que je vais avoir du mal à tenir sur ce point-là, car force est de constater que j'ai un réseau beaucoup trop masculin à ce jour. À tous ceux qui n'ont pas l'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à Génération Do It Yourself. Vous pouvez le faire sur iTunes, sur SoundCloud, sur Pocket Cast ou toutes les autres applications de podcast. Ça vous permettra notamment d'être prévenu dès la sortie des prochains épisodes. Je vous remercie pour tous les retours que vous avez pu me faire sur les 2 premiers podcasts. C'est ce qui m'aide à progresser et à trouver de meilleures questions, à améliorer le format. Donc n'hésitez pas non plus à partager si ces discussions vous plaisent. Je vous laisse donc immédiatement à vos écouteurs avec Ilana Beacera et votre humble serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour Ilan, je suis ravi de te recevoir sur ce podcast, donc Ilana Beacera. Donc on échange par Skype en l'occurrence et plus précisément Zencastr, puisque tu es basé à New York. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Bien sûr, salut Matt. Écoute, moi je me présente un peu comme un entrepreneur. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 12 ans. Et puis j'ai monté 2 boîtes depuis que je suis ici, une dans le software, une dans le hardware, Productive et Illy. Et maintenant je suis reparti dans une nouvelle aventure depuis quelques semaines, on en parlera sûrement. Voilà, j'ai aussi investi dans quelques belles startups depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Voilà. Et alors, nous, on s'est rencontrés pour retracer l'histoire, je dirais, dans les bureaux de Citizenside, dans nos salles de réunion un peu en sous-sol. C'était potentiellement avant ton départ ou au tout début, en tout cas, je dirais il y a une dizaine d'années, parce qu'il y a 12 ans, on n'était pas encore là-bas. Et donc, tu lançais déjà Productive, c'est ça? Ça a été lancé en quelle année? Alors nous, Productive, c'était en 2008, et nous, on s'est rencontrés, je dirais, autour de 2007. Oui. Je pense aussi. Donc, il y a une petite dizaine d'années, effectivement, je me rappelle hyper bien des bureaux de Citizenside et ça marchait bien pour vous. Et on s'était rencontrés, ouais. Et c'était alors intéressant. Et donc, raconte-moi pourquoi tu as décidé de t'installer aux États-Unis. Et moi, écoute, en fait, j'étais venu ici à 11 ans avec mes parents. Je crois que c'était la première fois que je venais aux États-Unis. J'étais venu à New York. Donc en 91, New York, c'était une ville assez différente. C'est d'ailleurs l'hôtel, je me rappelle, qui nous conseillait de pas sortir trop après 8-9 heures du soir. On était au Novotel à Times Square. Et je me rappelle très bien du New York de ces années-là. J'étais jeune et pourtant j'avais flashé sur cette ville. Ça m'a jamais quitté et je pense qu'inconsciemment toutes les étapes que j'ai suivies après et puis même le choix de faire une école de commerce plutôt qu'autre chose, c'était pour un jour pouvoir venir m'installer ici. Et donc j'ai fini mes études j'étais à Subdeco Marseille à l'époque, maintenant ça s'appelle Kedge, et j'ai débarqué à New York 2004. D'accord. Et vraiment en te disant je vais bosser là-bas et puis on verra, quoi. Ah, j'étais prêt à tout. La preuve, c'est que j'ai accepté un VIE dans le chocolat. Tu vois, j'ai bossé. Donc j'avais envie de mettre un premier pied ici. Tu vois, ici il y a quand même la complexité des visas et
venir s'installer aux États-Unis, c'est vraiment pas évident. Et j'ai trouvé ce VIE, Michel Cluzel, qui est un grand chocolatier français qui s'est implanté aux États-Unis et qui avait besoin d'un commercial à New York. Et j'ai pris ce job. J'aimais pas le chocolat à l'époque du tout. Maintenant, je suis je suis passé de l'autre côté, mais j'adore ça. Mais à l'époque, j'étais vraiment prêt à tout pour m'installer à New York. Donc j'ai démarré comme ça en 2004. En 2004, d'accord. Et donc entre 2004 et le lancement de Productive, qui était donc 4 ans plus tard. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait alors du coup? Écoute, après Michel Cluzel, j'ai basculé dans la tech et donc là on était en 2005. 2005, c'était les tout débuts de ce qu'on appelait le web 2.0, hein, donc Ouais. Facebook, Twitter, les débuts de TechCrunch. C'était la nouvelle vague vraiment de start-up. Moi, cette vague elle m'a emporté. J'ai commencé à bosser. J'ai bossé en tout pour 3 startups différentes. Une à Miami, un peu dans les réseaux sociaux. C'était un réseau social pour les Français expats qui s'appelait French Network. Ensuite, je suis retourné à New York et j'ai bossé pour Olivier Attia qui avait monté Scanby à l'époque, qui était une des belles startups mobiles des années 2000. D'accord. Et puis ensuite, j'ai bossé pour la dernière startup de Jérémy Bérébi, qui ensuite est parti pour monter Kima Ventures avec Xavier Niel. Mais sa dernière startup s'appelait Zlio, dont Oui. je pense que tu t'en rappelles. Bien sûr, oui. Mais j'avais monté la filiale US de Zlio. Donc j'ai bossé pour ces 3 startups. Les 3 d'ailleurs se sont plantés pour des raisons complètement différentes. Et d'ailleurs c'est ces échecs-là. Hein. Une pour, tu vois, on n'avait plus d'argent, on n'avait plus de fonds, on n'arrivait pas à lever de l'argent. L'autre, trouvait pas d'utilisateurs. Et la troisième, Zlio, c'était vraiment un problème tu sais, il y avait eu le fameux sandboxing de Google qui avait complètement blacklisté toutes les boutiques Zlio des résultats de recherche et donc on avait perdu tout notre trafic. Et c'est ça qui m'a emmené vers Productive. Cette dépendance au GAFA dont on parle si souvent, dont on a parlé aussi sur ce podcast avec Simon. Tu as bossé avec Simon alors un petit peu, il a bossé avec toi surtout, c'est ça? Ouais. Simon, écoute, il a bossé avec nous Simon vraiment Davlat, au tout début de Productive. Oui. D'accord. C'était en 2008. Ok. Et du coup, c'est assez intéressant parce que toi, tu sais pas ce que c'est que de monter une boîte en France, donc tu n'as pas forcément d'éléments de comparaison, même si tu dois échanger beaucoup, je le sais, avec des entrepreneurs français. Là, comme ça, ton ressenti, c'est quelque chose de plus simple, de plus compliqué. Moi, tu vois, je me dis par moment, j'aimerais bien ouvrir une filiale à Cosa Vostra, par exemple, à New York. Ce qui est très compliqué de mon point de vue, c'est par exemple les prix, quoi. C'est-à-dire juste si tu dois recruter quelqu'un pour se loger, pour mettre ses enfants à l'école, ça coûte une telle fortune que tu te dis, il y a une grosse barrière à l'entrée, peut-être, mais à la fois il y a un monde d'opportunités qui est peut-être 1000 fois plus grand, ne serait-ce que par le territoire américain, la population américaine, que par le flux d'argent qu'il y a aussi aux États-Unis, qui est beaucoup plus important qu'en France, pour les mêmes raisons, et puis aussi parce que c'est la première puissance mondiale. C'est quoi toi ton ressenti par rapport à tout ça? En fait, moi, la façon dont j'ai vu les choses très tôt, c'est que, tu vois, ma première boîte, je l'ai montée donc Productive, j'avais 27 ans. Je ne pense pas que je serais devenu entrepreneur en France à cet âge-là. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais ici, c'est vrai qu'on se sent un peu plus porté par la taille des opportunités que représentent un peu toutes ces startups qui sont montées en permanence par des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Mais si tu veux, il y a beaucoup moins le côté cartésien avant de monter ma boîte, j'ai besoin d'arriver à telle et telle étape de ma carrière pour être capable de recruter une équipe, de lever de l'argent, etc. Aujourd'hui, c'est très différent en France. Hein. Si tu veux, moi, quand j'ai monté Productive en 2008, les startups en France, honnêtement, tu t'en rappelles, c'était les tout débuts. Il n'y avait pas encore vraiment de fonds d'investissement. Il y en avait, mais voilà, je me rappelle que de lever un tour de seed en France en 2008, c'était la croix et la bannière. Aux États-Unis, déjà, on n'avait pas ces problèmes. Moi, j'étais à New York et New York, si tu veux, même s'il n'y avait pas beaucoup de VC en 2008, il y a toujours eu les gens qui ont de l'argent, de la finance et de l'immobilier et qui étaient prêts à miser sur un petit jeune qui lançait une start-up. Et si tu veux, moi, je me suis un peu laissé porter par cette culture.
de l'entrepreneuriat, parce que les États-Unis, pour le coup, ont toujours été un pays qui a poussé l'entrepreneuriat. Et je me suis lancé quand ma fille, elle avait 1 mois, tu vois, c'était mon premier enfant. Tout le monde me disait que j'étais taré de monter une boîte avec un enfant qui venait de naître. J'avais vraiment aucun filet, hein. J'avais pas de savings, j'avais pas d'argent de côté. J'ai décidé de me lancer sans réfléchir. Je regrette pas. Et je pense qu'en France, je l'aurais fait différemment, ne serait-ce parce que j'aurais suivi un parcours d'école de commerce, tu vois, un peu plus classique. Mais quand tu dis que tu n'avais pas de filet, du coup, comment tu la montes concrètement? Il faut de l'argent. Enfin, je veux dire, donc ouais. tu dois lever from scratch sur l'idée. Écoute, j'ai eu beaucoup de chance au début de Productive. En fait, moi, j'ai fait venir Arik, mon beau-frère, donc qui était le CTO et cofondateur de Productive. Je l'ai fait venir de France. Il était à Epitech. J'avais besoin d'un ingénieur pour commencer à développer la première version de Productive. Voilà, moi, je pouvais vivre, tu vois, 2 mois sans salaire et lui aussi parce qu'on l'hébergeait chez nous. D'accord. Et d'ailleurs, c'est juste après que Simon est arrivé dans l'équipe. Et je me suis dit, voilà, c'est l'été, on va prendre 2 mois. Harry il va passer ses vacances chez nous et puis après il reprendra ses études. Et puis finalement, quand on a commencé à développer l'espèce de proof of concept de Productive, moi j'avais quand même, je baignais un peu dans ce milieu de la tech depuis quelques années, donc j'avais quelques contacts, entre autres des Jérémy Bérébi, des Fabrice Grinda, des Oleg Chelsov, et j'ai commencé à envoyer un mini deck à tous ces super investisseurs. Et en fait, sans le savoir, ils avaient déjà un peu confiance en moi et puis ils ont investi un peu sur moi. Et en 2 semaines, on a closé une première levée de fonds. On n'avait pas levé grand chose, mais à l'époque, c'était déjà un peu significatif. On avait levé, je crois, $150 000 D'accord. tout de suite. Et puis du coup, on a pu se payer un tout petit salaire et on a démarré comme ça. Et puis l'équipe était, tu vois, on était 3-4 pendant presque 18 mois sur Productive. D'accord. Donc on dépensait très peu. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on dit pas assez en France parce que quand on n'a rien en France, souvent, en tout cas pour les primo-entrepreneurs, parce que la plupart des entrepreneurs dont je fais partie ont pas nécessairement, enfin n'ont pas le droit au chômage parce que les statuts des dirigeants sont ainsi faits. Mais souvent quand on crée sa première entreprise, on a une rupture conventionnelle avec son employeur précédent ou un licenciement, enfin voilà, et on touche le chômage. Ce qui est une aide incroyable parce qu'en effet, tu parles de 18 mois, mais ça peut même être un peu plus, je crois que c'est entre 18 et 20 mois, où on a potentiellement 80% de son salaire d'avant. Donc c'est vrai qu'il y a un coup de pouce à l'entrepreneur en France, en tout cas pour les petites entreprises, qui est vraiment ultra important. Et c'est vrai que ça, on s'en rend pas toujours compte parce que dans beaucoup d'autres pays, en effet, quand tu commences, t'as 2 mois de visibilité devant non, mais et puis les États-Unis, c'est hyper violent. Comme tu le disais, c'est hyper cher. Quand t'es à New York ou à San Francisco, tu fais pas long feu si t'as pas de ressources. Oui, ça, c'est que un loyer pour un petit appart familial à New York, c'est très vite $2 500–3 000 minimum, non? C'est ça, grand minimum, ouais. Et c'est vrai que les écoles, j'ai des amis qui me racontent qui payent des écoles pour leurs enfants, pour 2 enfants à l'année, ça leur coûte plus de $50 000. Enfin, c'est fou. C'est-à-dire que en effet, la vie est pas du tout la même en termes de dépenses. Et c'est vrai que pour l'entrepreneur, c'est quand même assez, ça met des barrières, quoi. Et du coup, tu lances ça. Vous levez au bout de 2 mois, tu me dis, c'est ça? 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Ok. Et donc la promesse que tu donnes là, c'est vraiment c'est de faire si je veux résumer un peu, c'est de faire une to-do. Ouais, écoute, on est en 2008, 2008 juillet 2008 précisément. L'iPhone est lancé depuis 6 mois, mais pas l'App Store. D'accord. Android, on commençait à en entendre parler, mais c'était pas encore là. Et en fait, moi, je suis parti d'une promesse assez simple. Je me suis dit, ok, les outils de productivité, on les utilise quand même dans pas mal d'entreprises. Alors surtout, moi, je m'intéressais surtout aux tâches et aux projets, gestion de projet, et il commençait à avoir des acteurs vraiment très très vieillots. Tout était évidemment que du desktop, donc souvent c'était des logiciels qu'on installait sur son PC.
et parfois c'était des web apps, tu vois. Et en fait, moi, je me suis dit que le jour où on pourrait recevoir les deadlines de ces tâches sur son portable, donc en mobilité, on allait probablement assister à une révolution un peu des outils de productivité. Voilà. Moi, c'était mon postulat de départ. On s'est pas trompé, mais comme plein d'autres, hein, on a juste, si tu veux, on s'est lancé à peu près en même temps que Evernote et Dropbox, qui avaient exactement la même vision, sauf que qui s'adressait à une autre verticale dans le monde de la productivité. Evernote c'était les notes et Dropbox c'était les fichiers, donc cross-platform, avoir accès un peu à ces fichiers de partout, ces notes de partout, et pour nous c'était ces tâches en mode collaboratif. Donc on s'adressait principalement aux agences qui gèrent beaucoup de tâches, qui partagent, qui collaborent avec leurs clients ou en interne. Et puis on est parti avec un outil très simple. Au début sur le web, et puis très vite on a lancé une appli iPhone, Android, et ensuite un peu plus tard une appli Mac et PC. Et voilà, c'est comme ça qu'on a démarré. Et donc du coup, ton premier, le modèle économique c'était du freemium, c'est ça, hein, tu commençais, t'avais une version gratuite, et puis si tu voulais ajouter des utilisateurs ou des fonctionnalités aussi, tu devais payer? Alors c'était, on a beaucoup itéré sur le modèle, et puis finalement on est resté à quelque chose d'assez simple. Si vous étiez plus de 3 dans ton équipe à utiliser Productive, on estimait que a priori tu étais plutôt une entreprise, donc pas un particulier, et que donc tu devais commencer à payer, et ça commençait à $19 par mois, et ça montait assez haut, hein, on avait des boîtes qui payaient jusqu'à $500 par mois. D'accord. Et qui devait vraiment l'utiliser de manière intense du coup. Ouais, pas mal d'équipes en fait à l'intérieur de Productive. Ouais. D'accord. Et là-dessus, donc tes premiers clients payants, ils arrivent quand? Alors, écoute, ils arrivent tard en fait, parce que mi-2008 on commence, fin 2008 on lance une première version de Productive. Alors, on a toujours été bon en presse, on a toujours eu pas mal de presse, et ça nous amenait des utilisateurs, sauf que on s'apercevait en fait que les utilisateurs ne restaient pas sur le produit, ils ne revenaient pas. Ils s'inscrivaient, ils invitaient une ou deux personnes, mais souvent ils créaient même pas une tâche, quoi. C'est là que j'ai appris à faire du produit, vraiment, parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais des instincts, mais j'avais pas de savoir-faire. Donc on avait mis en place un peu toutes les fonctionnalités que j'avais dans ma tête. Et le problème, c'est que à un moment, il faut analyser les données, il faut voir ce que les gens viennent faire sur le site ou viennent pas faire. Et là, si tu veux, on a traversé un peu le désert pendant, on va dire 8 à 9 mois, où on a lancé 2-3 versions de plus. On avait un super designer, François, que je crois que tu connais, François, hein, qui est un bon pote aussi de Simon. François, sa boîte s'était fait racheter justement par Lion Design, tu sais, à Paris. D'accord, je cherche, je suis pas sûr. Ouais, je retrouverai son nom. D'accord, très bien, je le mettrai dans les notes. Mais c'était pareil dans le réseau de Simon, et on avait un super designer, on avait Simon qui nous aidait sur le produit, on a fait pas mal d'itérations, et puis ça stickait pas comme on dit ici, et au bout d'un moment on n'avait plus de cash. Donc à peu près 1 an et demi après le début de Productive, on avait plus rien. Et là on s'est retrouvé vraiment, on était proche de fermer la boîte. Et plein d'utilisateurs? Je veux dire, t'as plus de cash, mais d'utilisateurs gratuits? Ou écoute, on même avait pas tant que ça? Ouais, on était arrivé à l'époque, c'était pas mal parce qu'on avait une trentaine de milliers d'utilisateurs de manière complètement organique. Aujourd'hui, c'est pas un gros chiffre, mais à l'époque, c'était vraiment pas mal. Mais par contre, très peu d'utilisateurs actifs. Donc, on avait quelques utilisateurs assez sauvages qui l'utilisaient énormément, mais franchement, ça représentait même pas 1% de la base. Et puis le reste qui l'utilisait pas. Sauf que pendant cette année, moi, j'ai un peu compris ce qui n'allait pas, j'ai un peu compris les choses que ces utilisateurs justement attendaient, et puis j'ai vu aussi qu'il y avait un besoin. On avait du monde qui venait voir un peu ce qu'on avait développé, et qui cherchait quelque chose de précis mais qu'on leur donnait pas encore. D'accord. Et donc t'as réussi à comment t'as réussi à tordre le truc et notamment à survivre aussi, parce que Ouais, là c'était un peu compliqué. On s'est retrouvé dans une phase où on n'avait plus rien, et j'ai parlé un peu à tous nos investisseurs, et la plupart d'entre eux, je me rappelle
d'une conversation avec Oleg en particulier qui m'a dit écoute, t'as fait tout ce que t'as pu, t'as essayé pendant 1 an et demi. Bon bah si ça a pas donné, c'est que soit il y a pas d'intérêt, soit voilà vous avez pas trouvé le truc. Et tu peux passer à autre chose et si tu montes une nouvelle boîte, j'investirai dans ta nouvelle boîte. Et ça m'avait marqué cette phrase parce que pour moi c'était un échec si on s'arrêtait là. Mais surtout en fait, je me suis aperçu à ce moment-là que j'avais ce gut feeling en moi, tu vois, vraiment cet instinct qui me disait de pas arrêter et deux qui me guidait vers ce que les utilisateurs voulaient dans notre produit qu'ils n'avaient pas encore trouvé. Et là, j'ai insisté et j'ai commencé à pitcher pour lever 1 million. Et j'ai pitché Go pas big mal or go home, comme on dit aux États-Unis, c'est ça? Exactement. Ouais. Là, je me suis dit, faut y aller. Faut y aller. De toute façon, je veux pas arrêter sans avoir essayé de développer justement cette nouvelle version de Productif que moi j'avais en tête. Et en même temps, on pouvait pas le faire à 2,5, quoi. C'était pas possible. On avait besoin vraiment d'une équipe. Et j'ai eu un coup de peau. On a un fonds du Connecticut, donc juste à côté de New York, qui un jour m'a entendu pitcher. Et puis honnêtement, ils avaient jamais fait d'investissement dans des startups, et c'était un peu un miracle. Et 2 mois plus tard, ils ont investi $1 million dans Productive. On était donc début février 2010. Fantastique. Je précise pour nos auditeurs que Oleg dont on parle, c'est Oleg Tchekhov, qui est le cofondateur avec Thibault Elzer de Photolia et qui est un entrepreneur iconique, on va dire, français, qui est dans beaucoup de startups et qui a souvent beaucoup de flair. Là, cette fois-ci, à la limite, à la fois, il en a eu moins, hein, mais il en a eu au début, à la fois, il a été bon. D'accord. Et donc du coup, tout ça est reparti février 2010. Là, j'imagine que c'est marrant parce que dans ces vies d'entrepreneur, on a quand même toujours des moments de chaleur intense et ça revient tout le temps. Tu nous raconteras. Ouais. J'imagine que t'en as eu d'autres. Mais quand on sort un peu et qu'on se met la tête dedans, c'est intéressant de voir qu'on peut réussir à faire des choses qui sont pas des miracles, mais qui sont vraiment qui sortent de nulle part en fait. Et tu t'étais un peu tout seul là. Enfin, je veux dire, comment ça se passait en interne, tes associés, employés, t'avais l'impression d'être le seul à y croire encore? Non, justement, j'avais bah tu vois, moi j'étais juste avec Harry, je crois qu'on venait d'embaucher un full-time un product manager full-time, Stéphane. Non, on était à fond. Nous on y croyait et puis ils étaient tous derrière moi et si tu veux, j'avais pas encore atteint le moment où je m'étais dit c'est fini, faut passer à autre chose. C'était ma première boîte, j'avais rien à perdre. De toute façon, je faisais pas ça pour l'argent. Et ça, c'est une de mes grandes leçons. C'est aussi une des choses qui a fait que ça a bien marché pour nous aussi. C'est que mon objectif, ça a toujours été de développer Productif pour arriver à un moment à détrôner un peu les acteurs du marché et vraiment gagner nos lettres de noblesse sur cette industrie-là. J'ai jamais fait ça pour l'argent et donc à ce moment-là, je me suis dit, on va se donner encore 3 mois de plus. Et puis on va essayer au moins de développer cette nouvelle version. Et même si j'arrivais pas à lever 1 million, j'étais prêt à prendre $200 000 pour lancer ce produit. Et donc en fait j'avais la roadmap dans ma tête. On a levé ce million. J'ai monté l'équipe. On a recruté 4 ingénieurs très rapidement. Android, back-end, front-end, iOS. On avait un peu toutes les compétences. On était une petite équipe. Et 6 mois plus tard, on a lancé la V2 de Productive. Et c'est là que tout a vraiment démarré. Donc pour revenir à ta question tout à l'heure des revenus, les revenus sont arrivés, tu vois, 2 mois après le lancement de cette deuxième version. Mais là surtout ça a été assez vite parce que dès le début on commençait à avoir pas mal d'utilisateurs actifs, on avait pas mal de sign-up. Les 3 premiers mois on était à, tu vois, entre 8 et parfois 20 000 sign-up par jour quand on était featured sur l'App Store, sur Mac, sur iPhone, ensuite Android. Wow. Et c'est là que ça a vraiment démarré. Ouais, 2 ans plus tard. D'accord. Et là vous étiez déjà bien la vision du freemium était déjà bien mise en place. Je veux dire, au-delà de l'usage, où tu étais encore focus sur une traction, c'est-à-dire un usage intensif de tes outils.
Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. En fait, on avait le freemium. C'était aussi un modèle naissant, hein, donc on a Ouais. expérimenté avec comme tous les autres. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on a dès le début focalisé tous nos efforts sur l'usage collaboratif de Productive. En fait, tous les concurrents qui sont nés à ce moment-là se sont lancés sur des outils consumer de gestion de to-do, mais perso, tu vois, et en pensant que des particuliers allaient commencer à payer 3, 4, 5 dollars par mois pour utiliser leurs outils. Ils se sont tous plantés. Ils se sont tous lancés à un moment sur le collaboratif et parfois trop tard. Il y en a dans le lot qui s'en sont bien sortis comme Wunderlist, qui s'est fait racheter par Microsoft. Euh, C'est vrai. une très belle sortie d'ailleurs. Mais eux, pareil, eux ont démarré quand même sur du particulier. Tous les autres qui ont fait des outils de to-do particuliers n'ont jamais réussi à sortir de l'eau. Nous, dès le début, on avait un outil collaboratif et c'est ce qui a fait que plus tard, bon déjà, on est très vite arrivé enfin au moment où on s'est fait racheter, donc 2 ans plus tard, on avait quand même à peu près 3000, un peu plus de 3000 entreprises clientes qui payaient un abonnement mensuel. On avait près d'1 million d'utilisateurs. Donc, on commençait vraiment à avoir des chiffres intéressants pour les gros acteurs du software. Et ouais, là-dessus, faut bien rappeler l'importance notamment tu parlais, hein, mais du design d'interface. C'est vrai que c'est, on parlera aussi de Pierre Valade que tu connais certainement, mais Ouais. et de Sunrise qui a été racheté également par Microsoft. Mais vous aviez quelque chose qui était très très facile à utiliser. Ouais. Pour sortir un peu du produit et aller vers sur la vie de l'entreprise. Donc là, vous commencez à avoir du revenu donc en 2010 Ouais. réellement et Ouais. c'est devenu rentable, productif, pardon. Ouais, écoute, c'est devenu rentable, mais bon, pas tout de suite, hein, pas dans l'immédiat. On est devenu rentable début de l'année 2012. D'accord. Et en fait, on avait une croissance, tu vois, d'un mois sur l'autre d'à peu près 10%. Donc ça grossissait bien de manière complètement organique. On avait alors les deux gros canaux de génération d'utilisateurs pour nous, c'était le SEO. On était hyper fort en SEO. Tu cherchais Task Management sur Google, on sortait numéro 1. Task Management Software, on était numéro 1. Et ça nous rapportait énormément d'utilisateurs qualifiés tous les jours. Le SEO, c'est le référencement naturel, je le redis, Référencement ouais. naturel. Et, Ouais. ouais, d'accord. Donc ça, c'est vraiment Ouais. ok, gros. Ouais, évidemment, pour beaucoup on le sait, d'entrepreneurs du digital, le référencement naturel est la clé très souvent de la croissance. Et 2012, c'est l'année de ta session de Productive, non? Exactement. Ouais. D'accord. C'était fin 2012. Et là, on commençait vraiment à avoir un beau run rate en termes de chiffre d'affaires. Donc, on était entre 2 et 3 millions de dollars de annual run rate à ce moment-là. D'accord. Ouais. Euh, donc, on commençait à avoir un chiffre d'affaires vraiment intéressant. Et on était prêt à accélérer et à lever un vrai série A à ce moment-là. Et en parallèle, on a commencé à être approché par plusieurs boîtes. On a été approché je l'ai jamais raconté, mais par LinkedIn, par Evernote, à D'accord. ce moment-là, qui s'intéressaient tous à notre business. Alors le truc, c'est que LinkedIn, c'était pas réellement stratégique, mais ils commençaient à se poser la question d'avoir justement des applications verticales pour leur grosse audience. Euh, D'accord. et Evernote qui pensait justement à rajouter un peu la partie tâche dans leurs produits. Qui l'a fait Et d'ailleurs depuis, mais je crois, ouais, hein, mais je l'ai jamais trop utilisé en effet. Mais non, euh, c'était pas central, ouais, pas central. d'accord. Ouais. Ouais, et j'imagine que la croissance était phénoménale parce que pour arriver de 2010 enfin début 2010 où tu lèves, tu fais zéro revenu à fin 2012 où tu fais donc moins de 3 ans, presque 3 millions de dollars. J'imagine que de mois en mois, en plus, tu as une récurrence phénoménale là, sur ce type de business. Ouais. Tu gagnais vraiment beaucoup plus à chaque mois, non? Ça continue à grossir beaucoup. Ouais, ça continue à grossir, mais complètement organiquement. Et puis on était sur un marché, euh, si tu veux, de passionnés. Ouais, C'est-à-dire que, tu vois, tous les outils de productivité, tu le vois, on le voit tous, hein,
Tu vois, il n'y a pas un jour où sur Twitter, Facebook, on va pas avoir des gens qui vont parler d'un outil qu'ils utilisent. Bon, aujourd'hui, en plus, on a tellement d'outils pour partager les infos entre entrepreneurs, les outils entre entrepreneurs des fois, c'est par les VC qu'on entend parler d'un outil qu'on devrait utiliser, que ce soit des CRM, des gestionnaires de tâches, de projets, des outils pour gérer ses réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est des outils, en fait, qui sont pas réellement des outils, on va dire, viraux, mais dont tout le monde parle. Et il se trouve que à chaque fois qu'on parlait des outils de gestion de tâches, dans des articles sur TechCrunch, sur Wired et sur d'autres publications, on parlait de Productive. Dès qu'il y avait un nouveau concurrent, on mentionnait Productive. Et donc en fait, il commençait à avoir un momentum qu'on n'avait même plus besoin d'entretenir entre nos utilisateurs, nos clients et juste le marché qui commençait à se mettre en place. Donc c'était vraiment un cercle vertueux qui faisait qu'on augmentait les revenus de manière assez saine, malgré le churn. Hein, on avait quand même chaque mois pas mal de gens qui abandonnaient l'outil parce que ça c'est le propre de ces outils de productivité. Mais on signait beaucoup plus de nouveaux clients qu'on en perdait. Oui. La clé. D'accord. Et donc du coup là-dessus, vous avez fait une sortie qui était donc une belle sortie, je crois. Je sais pas si tu donnais les montants. Il y avait plusieurs acquisitions en même temps pour Jive, c'est ça, non? Ouais. Alors Jive en fait a racheté 2 boîtes en même temps. L'autre boîte qui s'appelait Meetings.io, c'était un outil un peu de vidéoconférence. Alors ça c'était plus une acqui-hire, ils ont plus récupéré l'équipe de 3 personnes. C'est pas une vraie acquisition comme nous. D'accord. Nous ils ont plus racheté vraiment le business, l'équipe, et d'ailleurs on a tous bougé en Californie. Le montant, on était dans un, je vais pas te donner exactement le montant, mais si on fouille on va pouvoir le trouver. En tout cas c'était 8 chiffres, c'était une belle vente parce qu'on n'avait pas levé beaucoup d'argent. Et en fait, il y avait aussi pas mal de stock pour toute l'équipe. Les investisseurs ont décidé de prendre du cash. Jive, c'était une boîte qui venait de rentrer en bourse un an plus tôt. D'accord. Et ils n'étaient pas vraiment certains de la direction qu'allait prendre le stock. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont bien fait de prendre du cash au final. D'accord. Et nous, les employés, on a pris du cash et aussi des stocks. Et voilà, on avait 4 ans de vesting comme tous les employés de Jive. D'accord. Et du coup, les investisseurs étaient bien heureux, j'imagine. Les investisseurs étaient très contents. Si tu veux, on avait l'opportunité de lever un Serie A et d'aller plus loin. Mais on avait quand même pas mal de nos angels qui avaient investi 4 ans et demi avant et je pense qu'ils étaient bien contents d'avoir une belle sortie avec Productive. En gros, c'était entre 3 et 8x de retour, donc entre x3 et x8 en fonction de quand tu étais rentré dans la boîte. Donc oui, pour la plupart de nos investisseurs, on avait levé 1,5 million en tout, tu vois. Donc c'était très bien. C'était une belle sortie pour tout le monde. Bon, très bien. Et donc toi tu vas t'installer en Californie du coup ou tu faisais des allers-retours? Comment c'est passé? Alors moi on attendait notre 3e enfant qui est né 3 mois après, et dès que ma fille est née, on est parti s'installer en Californie. Donc on est début 2013. Toute l'équipe avait déjà bougé là-bas. Et voilà, démarrage des hostilités chez Jive. En parallèle, j'avais commencé aussi à travailler avec eux depuis New York, mais bon, il fallait qu'on soit sur place. Ça, c'est une des vraies leçons aussi de l'acquisition de Jive, c'est qu'on a réussi à faire marcher l'acquisition parce qu'on était là-bas tout de suite après l'acquisition. Je pense que ça aurait pu dérailler, mais parce qu'on a joué le jeu et parce qu'on est tous partis très vite, on a réussi à avoir du poids vraiment chez Jive et transformer l'essai. Et depuis tout à l'heure, je t'entends parler de plein de noms. J'entends que des noms de Français. J'ai l'impression il y avait quand même une bonne bande de Français dans l'équipe, quasiment que ça. Ouais, moi c'était ma particularité. En fait, j'étais dès le début de Productive, j'ai misé sur les ingénieurs français pour avoir travaillé. J'ai toujours travaillé avec des ingénieurs américains aussi. Et ben j'ai toujours trouvé cette productivité imparable des ingénieurs français, et deux une performance qui est au-dessus de la moyenne, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé les ingénieurs français brillants.
Et donc je les faisais venir de France. On leur faisait des visas, on leur sponsorisait des visas. Et puis aussi, ça me permettait d'avoir accès à des ingénieurs un peu différents de la norme. C'était des ingénieurs hyper ambitieux qui avaient envie de découvrir les États-Unis. Et donc c'était un profil moi qui me plaisait parce que j'ai toujours été très généreux dans les stock options. Et donc, si tu veux, à chaque fois que je faisais venir quelqu'un de France, en dehors du visa du le fait de participer à cette aventure, ils étaient actionnaires tous. Ils Et étaient c'est tous quoi très très jeunes. généreux quand tu dis c'est combien de la part de Productive au moment de la vente qui appartient aux employés, mis à part toi? Ah, c'était pas mal, hein. On était En gros. peut-être au final, je dirais dans les 15% Ouais, pour d'accord. une petite équipe. Euh, donc, ouais, en dehors d'Arik et moi, hein, des D'accord, fondateurs. ouais, ouais. Non, non, j'ai toujours été généreux là-dessus et je le serai toujours parce que participer à une startup, c'est beaucoup plus que toucher son salaire à la fin du mois, qui en général d'ailleurs est en dessous des salaires du marché. C'est plus d'implication qu'un job lambda. Euh, et si tu veux, ça se paye. Ça se paye et la monnaie d'une startup, c'est les stocks ou les stock options. Et moi, j'ai toujours eu envie de créer des familles quand je créais ces boîtes. Et pour qu'on sente qu'on fasse partie de la famille, bah, il faut être impliqué aussi financièrement dans le succès de la boîte. Et ça avait démarré hyper instinctivement avec Productive. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment confirmé plus tard avec ma deuxième boîte. Et quand on va y venir juste après, quand tu fais venir un ingénieur juste pour avoir une idée d'un montant, je sais pas, Ouais. qui doit être un petit peu confirmé, mais à New York par exemple, c'est quoi le salaire pour faire rêver nos amis ingénieurs? Écoute, un ingénieur, on va dire, qui a 5 ans d'expérience, il peut espérer toucher, alors, salaire du marché dans les 150 000 dollars et start-up dans les 100 à 120 000 en fonction du stade, tu vois, si tu as levé un site, série A, etc. D'accord, ouais, donc c'est quand même vraiment des beaux Ouais, salaires, même si la vie derrière ouais. est également chère. Et alors tu es pas resté en Californie? Eh ben non, je suis pas resté en Californie. Je comptais pas quand je suis parti, si tu veux, je comptais pas réellement euh, partir pour très longtemps. Par contre, on avait vraiment avec ma femme, on avait envie vraiment de vivre cette expérience, de vivre en Californie. Nous, on n'a jamais eu de problème à bouger, tu vois, parce qu'on est parti vivre ensemble ici aux États-Unis et Ta on femme avait est envie de française, oui. découvrir. Ma femme est aussi française et donc on est parti. On s'est dit, bah a priori, ce sera pour le temps que je travaillerai chez Jive et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc un peu moins de 2 ans. On est resté un peu moins de 2 ans à Palo Alto. Pour moi, c'était génial de pouvoir vivre la Silicon Valley, de la voir de près. Si tu veux, étendu mon réseau là-bas. J'ai rencontré beaucoup de gens que je connaissais pas avant et tu vois, que ce soit des VC, que ce soit des entrepreneurs, des gens que j'admirais. Euh, J'étais près d'eux pendant 2 ans et puis ensuite, voilà, j'étais prêt à remonter une nouvelle boîte et j'ai pas voulu le faire de là-bas. J'ai vu notamment que, alors ça m'a impressionné que ça doit être là-bas que tu l'as rencontré, que tu avais quand même une recommandation sur le profil LinkedIn de David Marcus, qui est quand même un des grands ponts de chez Facebook, donc Ouais. le fondateur du Messenger de Facebook. Ouais. Comment t'as une reco comme ça? Bah écoute, non, David, en fait, David, je le connais depuis son arrivée aux États-Unis avec sa première boîte qui s'est faite, du coup, rachetée un peu plus tard par PayPal. Je l'ai rencontré, David, je pense, autour des années 2008. D'accord. Quand il venait d'arriver, il venait de Suisse. Et on est toujours resté en contact, assez amis. Et David, ça a été un des vrais boosters pour ma deuxième boîte, justement parce que quand je suis arrivé en Californie, il était devenu président de PayPal et quand je suis parti de Californie, il venait d'être nommé à la tête de Messenger chez Facebook Mhm. et c'était mon tout premier investisseur dans Illy, donc la boîte d'après, D'accord. qui l'a suivi de près. Il a toujours été génial, David avec moi, donc c'était vraiment un ami et d'ailleurs David, ouais, il m'avait beaucoup aidé pendant la vente de Productive. Et c'est lui qui m'avait donné les meilleurs conseils pour négocier la vente. C'était quoi? Il y en a que tu peux nous raconter un peu? Ouais. Bah écoute, quand on a été approché par Jive, c'était un mail sur
ma boîte mail générique contact@productive.com que je checkais une fois par semaine. Et là, je l'ai checké 4 jours après le mail et c'était tu vois, le corporate development de Jive, donc ceux qui s'occupent vraiment des acquisitions, qui me dit que ils ont entendu parler de nous, que c'était un space qui les intéressait, la gestion de tâches et qu'ils aimeraient me parler. Et très vite, j'ai parlé du coup au téléphone au CTO et cofondateur de Jive. Je me suis aperçu qu'ils avaient un vrai intérêt pour nous, plus que les autres contacts qu'on avait eus avec des LinkedIn et Evernote. Ça a été très très vite. Et en fait, au bout de 2 semaines, on a eu une term sheet pour acheter la boîte parce qu'ils savaient qu'on levait aussi un Serie A. Et ils voulaient le concurrencer, en fait. Ils n'avaient pas envie qu'on lève le Serie A parce que sinon leur côté est beaucoup plus cher. Et là, j'ai appelé David. C'était le premier que j'ai appelé pour lui raconter. Et j'avais vraiment aucune expérience de négociation à ce stade. 2 semaines pour sa boîte. 2 semaines pour t'interrompre. Excuse-moi, on reprend juste après, mais c'est vraiment très très court, hein, parce que généralement on parle plutôt avant d'avoir un term sheet, c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois. Enfin, c'est vraiment très très court. Et donc, donc là, David venait de vendre sa boîte, tu dis. Ouais, il venait de vendre sa boîte à PayPal. Il avait vendu 200 et quelques millions de dollars, une super vente. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je prends tout conseil. Toi qui es passé par là, qu'est-ce que tu me conseilles de faire avec cette term sheet, sachant qu'on était déjà content du montant. Enfin, moi, tu vois, pour remettre les choses dans le contexte, j'avais 31 ans. C'était ma première boîte. J'avais vraiment pas un sou, quoi. Je me payais quasiment rien avec Productive et puis d'un coup tu vois plusieurs millions et tu commences à te projeter, quoi, forcément. Et c'est dur de garder la tête froide, même si j'avais pas, enfin tu vois, j'avais pas monté Productive pour devenir riche. Là d'un coup tu rentres dans une autre étape de la boîte. Je savais vraiment pas comment réagir et David m'a dit, écoute, c'est très simple. Il faut que tu refuses les 3 premières term sheets sans réfléchir. Et il faut même pas faire de contre-offre. Il faut juste que tu leur montres que t'as qu'à faire passer ton investisseur pour le bad guy. Tu sais, il y a toujours good cop, bad cop, ce qu'on appelle ici toujours un peu la balance. Donc moi, j'étais le good cop parce qu'il fallait pas que je me dispute avec les prochains acquéreurs parce que j'allais bosser chez eux. Mais par contre, tu peux toujours dire que ton investisseur principal, il accepte pas l'offre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça. C'était très difficile pour moi de le faire parce que j'avais vraiment peur qu'ils reviennent pas. Et d'ailleurs, au bout de la 3e fois où ils augmentaient à chaque fois le montant de l'acquisition et puis rajoutaient un peu plus de stock pour l'équipe. Et au bout de la 3e fois, ils ont mis une semaine à revenir vers moi. Et là, je pensais que c'était vraiment mort jusqu'à la dernière minute. Et finalement, ça a marché. Ils m'ont dit, écoute, avant de te faire une 4e offre, on veut parler à ton investisseur, on veut savoir ce qu'il a en tête. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai mis en relation. Et moi, vraiment pour l'anecdote très personnelle, mais moi je suis juif pratiquant et c'était Yom Kippour. C'est un jour où tu es complètement déconnecté de tout. Et c'est le jour où ils se sont parlé justement avec mon investisseur principal et j'avais peur que vraiment tout parte en sucette à ce moment-là. Et le soir, je me suis reconnecté après Kippour et j'ai reçu un mail de tous les deux qui me disent, ça y est, on s'est mis d'accord, on est prêt à signer la term sheet. Et voilà, ça c'était pour moi, c'était une belle leçon. D'ailleurs, j'avais écrit plus tard un article sur LinkedIn en disant que quand les choses doivent se faire, elles se font. Et voilà, là, c'était vraiment tout s'est mis à marcher ensemble. C'était assez beau. C'était une belle expérience pour moi. Ouais, j'imagine. Et ton investisseur était au courant des 2 premières term sheets quand même. Oui. D'accord. Et il était d'accord de jouer ce jeu. Bah, il était complètement d'accord parce que lui, de toute façon, je pense qu'il aurait pas accepté la première term sheet. D'accord. Ils étaient pas. Justement, ils voyaient qu'on commençait vraiment à faire des revenus. Ils étaient pas prêts à vendre en fait. Et quand ils se sont aperçus que nous on avait envie de vendre, que les premiers investisseurs avaient envie de vendre aussi, ils ont accepté de jouer le jeu et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait assez rapidement. On a du coup closé le deal assez rapidement. Bon, et toi alors du coup t'as réussi à garder la tête froide? Bah ouais, complètement. J'espère que je l'ai gardé. Ouais. Non, pas du tout. Non, mais puis tu sais, enfin moi à titre personnel, j'ai pas non plus gagné de 15 millions de dollars. Hein. C'était un vrai changement parce que c'était la première fois que j'avais
plus de $5 000 sur mon compte. Mais voilà, tu vois, moi, ça s'est chiffré en, je crois que j'avais gagné, pour être hyper transparent, je crois que j'avais pris 1 million et quelques sur la vente. Et puis après, il y a eu de l'argent qui est rentré avec les actions. Et puis en fait, moi, le seul truc qui m'excitait avec cet argent, c'était de commencer à investir dans des boîtes. Je rêvais d'investir dans des startups. J'étais souvent sollicité quand j'étais à New York avant la fin de Productive par des entrepreneurs français qui venaient s'installer. Pierre Balade en a fait partie. J'étais un des tout premiers à voir Sunrise et j'ai commencé à avoir de l'argent au moment où il a monté Sunrise, et donc j'étais un des 3 premiers investisseurs de Sunrise grâce à ça. Ouais, et c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Très, très gros ticket de loto alors sur Sunrise. Ouais, ça c'était le plus gros. D'accord. Jusqu'à maintenant. Très bien, super. Et donc c'est vrai que ça change un peu la vie parce qu'on ne dit pas assez, mais c'est vrai que les entrepreneurs ont quand même une très souvent, en tout cas, sur les premières boîtes, voire plus tard aussi, mais beaucoup de sacrifices financiers. Et du coup, toi, tu restes 2 ans chez Jive, tu te retrouves finalement salarié. Ouais. Et tu le vis comment? Super bien. Ouais. J'ai jamais eu de problème avec le salariat. J'ai jamais monté de boîte parce que j'avais du mal à avoir un boss. Moi, je suis quelqu'un d'hyper simple et de facile au quotidien, donc j'ai jamais eu de problème avec ça. Et puis tu sais, t'es pas réellement un salarié en réalité. Quand ta boîte se fait racheter, t'as un statut un peu différent, et puis t'as le respect de tout le monde dans la boîte qui t'accueille, qui a envie de travailler avec toi parce que ça représente un peu la nouveauté. Et donc on a toujours on a eu une certaine facilité à s'intégrer très très rapidement avec Jive, qui était une boîte vraiment top. On a super bien bossé avec tout le monde. Ils avaient des équipes un peu partout, aux États-Unis, en Israël, en Europe. Et moi, mon boss, c'est celui qui a fait que le rachat de Productive se passe. Et donc jusqu'à maintenant, on est très très bons amis, Woody. Donc non, j'ai adoré cette période-là parce que Jive venait de rentrer en bourse depuis 1 an. Et j'ai tout observé. En fait, c'était une boîte de 800 employés quand on est arrivé, 1000 quand on est parti. Et ça m'excitait vraiment de savoir comment opérer une start-up qui n'en était plus une, qui était devenue une boîte publique, avec tous les départements, avec la façon dont on montait des équipes justement sur les ventes, sur le marketing, sur le produit, sur le design. J'ai vachement observé. J'étais très proche du CEO et d'ailleurs de tous les C-level de Jive. J'étais comme un gosse, quoi. J'ai beaucoup appris là-bas. D'accord. Et avant qu'on aille peut-être sur InSensi, toi qui viens justement de cet univers de la productivité, aujourd'hui, c'est quoi tes outils principaux? C'est quoi après, on parlera peut-être organisation, mais tu utilises toujours des outils que tu as créés. Et c'est quoi en 2017 ton quotidien? Écoute, j'en ai pas créé des masses. J'ai créé que Productive, et pour être complètement franc avec toi, je ne l'utilise plus. D'accord. Je vais pas faire le mytho à te dire que 5 ans après, j'utilise toujours Productive. J'utilise plus tout simplement parce que depuis que l'équipe maintenant, il reste plus personne de l'équipe Productive chez Jive, mais on est quand même 5 ans plus tard. Le produit n'a plus l'âme qu'il avait avant. Et puis aussi, le marché a évolué, mes besoins ont évolué. Donc aujourd'hui, moi, j'utilise Trello en mode collaboratif avec ma nouvelle équipe. J'utilise pas mal Wunderlist à titre perso, tout simplement pour la simplicité de l'outil de to-do list perso. Et puis le fait que c'est dispo sur toutes les plateformes. Donc ça, c'est pour la partie un peu tâches et projets. Slack, évidemment, j'ai pas besoin de le préciser. On l'utilise tous. Ensuite Slack, je le redis parce que c'est vrai qu'on est dans un univers un peu de geek, mais c'est donc une messagerie
très très évolué qui permet de limiter notamment l'usage des emails, puisqu'aujourd'hui on utilise les emails pour beaucoup de choses, et de se connecter à plein de services. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Ouais, Slack, c'est vraiment irremplaçable dans une équipe aujourd'hui. Et ensuite, les deux, trois autres outils dont vraiment je peux pas me passer. Alors depuis des années, c'est Evernote. Toute ma vie est sur Evernote. Vraiment, je suis capable de te raconter l'histoire de mes 8 dernières années grâce à Evernote. Tous mes meetings, toutes les notes de chacun de mes meetings est sur Evernote. J'utilise d'ailleurs Alternote, qui est un client pour Mac, qui est meilleur pour moi que le client Mac Evernote. Ça, c'est pour la petite anecdote. Alternote, d'accord. Alternote. C'est marrant parce que Evernote, j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup et c'est difficile d'expliquer pourquoi. Parce que en plus, de temps en temps, on les aime pas chez Evernote parce qu'ils font. Mais voilà, moi je suis passé en payant parce que je l'utilise sur trois devices différents. Mais en l'occurrence, c'est quand même super bien foutu et ça tue tous les outils de notes ou les gens qui utilisent Word comme ça en rendez-vous pour prendre des notes, je comprends plus. Mais ouais, c'est vrai que Evernote c'est vraiment quelque chose d'irremplaçable pour notamment les gens qui ont une mémoire très sélective, de prendre des notes en permanence, de pouvoir les retrouver, de les avoir toujours à portée de main sur son smartphone et partout, c'est vraiment intéressant. Yes. Et juste pour finir, les deux autres outils que je recommande pour mes mails, bon moi je suis un email geek, j'ai tout essayé, mobile, desktop, etc. Et finalement j'utilise un client mail sur Mac qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Nylas, Nylas. Qui regroupe un peu toutes les fonctionnalités que je cherchais pour un client mail desktop. Vraiment très sympa. D'accord. Sur le mobile, Outlook. Et sinon, un autre outil que j'utilise vraiment pas mal depuis quelques mois, c'est Pipedrive, et qui est un CRM un peu, alors qui est collaboratif, mais qui marche aussi très très bien en perso. Je sais pas si tu connais, toi, d'ailleurs. Oui, écoute, j'étais en recherche de CRM quand on a enregistré le podcast avec Simon. Simon l'a également recommandé. Du coup, j'hésitais entre Zendesk, potentiellement, j'ai regardé Salesforce, mais qui sont un peu lourds quand même, et puis aussi assez chers, et puis lourds à mettre en place. Et en effet, on s'est lancé sur Pipedrive, et l'effet, je dois dire, sur le suivi commercial chez Cosa Vostra est assez fulgurant. Et la visibilité qu'il te donne, donc on est 4 pour l'instant dessus, mais ça me donne une visibilité incroyable. Et en effet, il y a ce côté, se dire un CRM, le problème c'est que si on utilise après on pourra jamais changer parce que c'est vrai que c'est quand même un outil central, et que Pipedrive est très très simple. Donc on se dit peut-être qu'il me faudra un truc plus complexe sur ce qui va pouvoir évoluer plus. Mais en effet, pour tous ceux qui touchent un peu de près ou de loin à la vente, qui veulent avoir une visibilité, c'est vraiment un bon outil. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais. D'accord, et donc voilà, donc là une bonne liste de produits, merci. On regardera tous. Je connaissais pas Nylas notamment, que je testerai. Moi j'ai arrêté d'utiliser des clients mail. En fait, on est sur Google Apps et j'utilise généralement directement Gmail en fait. Et pour reprendre donc sur un peu ton histoire business d'entrepreneur, tu as donc lancé ta deuxième boîte donc en 2014 si je ne m'abuse. C'est ça, été 2014. D'accord. Et là tu t'es embarqué sur un truc, et alors ça c'est assez courageux et assez surprenant, c'est qu'on a quand même souvent moi je pourrais me qualifier de gens comme ça, mais je suis dans le soft pas mal, donc le software pardon, donc tout ce qui est logiciel en SaaS, ce qui est internet en fait en soi, et toi, tu t'es envoyé sur du hardware, donc vraiment un produit physique. Et tu t'es pas dit, je vais capitaliser sur ma connaissance de tout ça pour relancer un truc qui serait différent évidemment de Productive. Tu t'es dit, je me lance dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce qui t'a excité là-dedans? Comment c'est une idée? Tu t'es dit, c'est resté dans ta tête. Tu t'es dit, je dois aller là-dedans ou... Ouais. Écoute, c'est un bon point que tu mets en avant, et c'est vrai qu'avec le recul,
En fait, j'avais pas la maturité nécessaire pour me dire, écoute, t'as monté une boîte dans le B2B, dans le SaaS, dans la productivité, etc. Du coup, j'ai un début de crédibilité là-dessus. Autant capitaliser là-dessus et effectivement monter une boîte qui se rapproche. Alors justement, j'avais pas mal d'idées dans le monde du CRM, un peu ce qu'a fait PileDrive. J'avais envie de faire un peu la même chose, un CRM perso très simple, qui se plug un peu sur ton email, etc. Mais ça ne m'excitait pas du tout. J'avais pas envie de rester dans le SaaS, alors pas le business model du SaaS en soi, mais plus dans les outils de productivité. Ça ne m'excitait plus. Et j'avais cette idée en tête de monter le hardware. Par contre, j'en entendais énormément parler. Alors tu vois, 2014, c'était un peu tous les débuts de Kickstarter, le renouveau du hardware, du consumer electronics en général. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je voyais un nouveau projet, un nouveau produit, un nouveau gadget, ça me réveillait tous mes sens. Et puis il se trouve que j'avais une idée, j'avais un début de projet là-dedans et je me suis enfoui sans réfléchir. J'ai monté une équipe et je suis parti, quoi. D'accord. Et là, cette fois-ci, t'as mis beaucoup d'argent perso? Alors non, j'ai pas mis beaucoup d'argent perso parce que alors ça c'est le gros challenge du hardware, c'est que ça coûte très cher. Donc si tu veux, à titre personnel, j'aurais pas pu financer la vie de la boîte pendant très longtemps. J'ai mis de mémoire, j'ai mis les 50 000 premiers dollars. D'accord. Et tu vois, le plus grand de mes investissements angel, c'était 50 000 dollars. Donc je faisais pas plus que ça de toute façon. Non, il fallait que je lève dès le début, il fallait que je lève autour d'1,5 million. D'accord. Pour démarrer. Pourquoi? Donc, Parce qu'on la avait boîte s'appelle Insensi. Hein. La boîte s'appelle Insensi et le produit s'appelait Illy. Ouais, exactement. Illy. Et d'ailleurs, il y avait eu un débat, ça m'avait fait marrer à l'époque parce que tu t'appelles Ilan donc et t'avais appelé le produit Illy, mais c'était pas du tout voulu. Enfin, Ouais. Si, il me semble que il y a eu, il me semble avoir lu là tout de suite, ça me revient, mais avoir vu ce truc, non? Ouais, il y a eu des commentaires de gens qui pensaient que j'étais devenu très mégalo et que que c'était mon surnom, Illy. En fait, pas du tout. Mon surnom, c'est un peu plus Ilanos, tu vois D'accord. Et Illy, en fait, on avait trouvé ce nom. J'avais mis beaucoup de temps à le trouver, mais c'est I Love You. En fait, c'est les initiales de I Love You. Et c'est la fin de Family et on faisait un objet pour les familles. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé le nom. D'accord. Et donc cet objet était une tablette téléphone qui permettait, en fait, destinée aux familles et aux enfants particulièrement, qui permettait d'appeler différentes personnes depuis un hardware, un objet qui est placé dans le domicile et qui reste au domicile, c'est ça, hein? Exact. En fait, j'avais envie de résoudre un de mes problèmes perso, c'est que mes enfants ne parlaient pas suffisamment à mes grands-parents, à leurs grands-parents, pardon, à leurs petits cousins, à leurs oncles et tantes, qui étaient un peu éparpillés partout dans le monde. Mais on s'est aperçu qu'en fait, c'était aussi une problématique qu'avaient beaucoup de familles américaines, où les petits enfants, donc on parle des enfants en bas âge, en dessous de 10 ans, qui n'ont pas encore de téléphone portable, étaient en fait assez souvent déconnectés du reste de leur famille. Les grands-parents aux US habitent rarement dans la même ville que leurs enfants. Et donc on a commencé par une grosse étude de marché. C'est le truc que j'ai jamais fait avant, mais là je me suis dit on va quand même checker que c'est un problème assez commun. Et on s'est aperçu effectivement que les grands-parents vivaient très rarement dans la même ville que les petits-enfants, et donc du coup qu'ils étaient peu connectés à eux. Pourquoi? Parce que les parents étaient un peu les gatekeepers. Tu vois, sans moi, mes enfants sont incapables d'appeler leurs grands-parents parce qu'ils ont besoin de mon iPhone, ils ont besoin de mon iPad ou ils ont besoin de mon laptop. Et ça, j'ai voulu qu'on casse ce modèle et on s'est dit voilà, on va réinventer un peu le téléphone fixe, le téléphone de maison, avec un écran tactile connecté au Wi-Fi, des grosses photos des membres de la famille, et puis je veux que ma fille de 4 ans, quand elle rentre de l'école, si elle a envie de parler, de faire un bisou à sa grand-mère, qu'elle puisse le faire sans moi. Par contre, j'ai pas envie qu'elle joue. J'ai pas envie qu'elle prenne mon iPad pour le faire parce que y a YouTube, il y a Safari, il y a des jeux vidéo, et ça m'intéresse pas. Et on s'est aperçu que c'était le cas quand même de beaucoup de parents qui contrôlaient l'usage de ces devices. D'accord. C'est vrai que expliquer comme ça, c'est vraiment hyper intéressant pour les gens qui ont des enfants.
Mais c'est vrai que le move vers du hardware avec un objet que tu mets dans la maison et ce retour à un téléphone domicile qui est quand même quelque chose enfin, le mien est pas branché depuis 2 ans, je crois, en fait. J'en ai un, mais je sais même pas pourquoi. Et au bureau, on en a pas vraiment de fixe. Enfin, on en a un parce qu'il y a des gens qui appellent dessus et qu'il faut en avoir un, mais en fait, il renvoie vers des téléphones portables. Et donc c'est vrai que du coup c'est surprenant, mais à la fois c'est pour un usage très précis, donc vers une population de gens qui n'a pas de téléphone, qui sont les enfants en bas âge et avec qui en effet tu veux pas donner donc cette liberté de regarder tout ce qu'il y a sur une tablette. Et d'accord. Et donc là tu pars sur un business totalement différent pour aller rapidement, mais j'imagine donc sur le moi j'ai touché ça de très loin sur des fabrications de bracelets, de cartes en métal, de différentes choses que j'ai pu produire en Chine notamment. Alors c'est très différent évidemment, il n'y a pas d'électronique dedans, mais même là-dessus c'est compliqué parce que tu dois faire des moules, des versions 0, des tests, des choses. Les investissements en effet sont toujours très important par rapport au produit final. En tout cas, pour produire un exemplaire, ça te coûte une fortune. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu veux en produire 200 000, finalement, une fois que ta machine est lancée, c'est l'exemplaire qui sort, il coûte plus très cher. Toi, donc tu rentres là-dedans, t'as du soft, du hard, tout ça. Ton exemplaire numéro 1, tu le sors en combien de temps? Alors écoute, pas mal de temps après, parce que justement nous on n'avait pas que du hardware. Si on avait eu que du hardware, on a eu ce qu'on appelle alors c'est dans le vocabulaire technique du hardware, ça s'appelle des looks like prototypes. Et donc ça c'est un device qui ressemble au device final, mais par contre qui ne marche pas comme le device final. Donc ça c'est juste pour se représenter du résultat avec les bons matériaux, avec les bonnes mesures. De ce à quoi va ressembler ton device avant justement d'aller en production. Et à côté de ça, tu as ce qu'on appelle le works like prototype. Et là, donc là, c'est justement toute l'électronique, le software, etc. Sauf que nous, on avait énormément de software embarqué. On avait aussi du software Android qui était sur le device, avec notre propre version d'Android dessus, avec nos designs, avec nos fonctionnalités qui fonctionnaient avec nos apps. Et donc tout ça, en fait, ça a mis énormément de temps à sortir. Et le tout rassemblé, ça nous a pris, je dirais, 14 mois, puisqu'on a pu montrer le premier device. On a en fait même les 20 premiers devices en même temps qui sortaient de notre ligne de production en Chine au CES 2016. D'accord. Donc voilà, ça c'était 14 mois après le démarrage et c'était en soi un mini exploit parce qu'on n'était pas beaucoup et on a créé en fait un ordinateur. Hein. Concrètement, c'est un ordinateur. D'accord. Et du coup, là-dessus, en effet, et sachant que toi, t'es pas expérimenté là-dessus, à part sur peut-être un peu la partie soft, du coup, tu dois, j'imagine, extrêmement bien t'entourer, des designers pour le produit, des conseils qui savent déjà comment tu dois travailler, parce qu'il y avait une partie qui était faite en Chine aussi, je crois. Hein. Bien sûr. Et tu les trouves comment, tous ces gens? Alors, écoute, ça c'était vraiment la chance qu'on avait avec Illy. Je me suis hyper bien entouré dès le début parce que j'ai réalisé à quel point j'étais incapable de faire ça seul ou avec des consultants. Ou tu vois, il fallait que dans l'équipe fondatrice, on ait des pros du hardware qui aient déjà développé des devices avant pour me guider. Pour prendre les bonnes décisions et pour sortir un produit quand même relativement rapidement. Et donc là, j'ai été chercher vraiment des stars chez WeThings, Jocelyn qui s'occupait de l'électronique, chez Aldebaran Robotics, Olivier qui s'occupait de la mécanique, ou dans le logiciel embarqué, Jonathan qui venait de chez Parrot. Et puis pour toute la partie software, j'ai emmené avec moi Dan qui me suivait de Productif, qui était vraiment toujours des Français, hein. Ouais, que des Français, mais par contre, on a tous démarré à New York. Ouais, j'ai voulu des Français, encore une fois, j'ai aucun regret. Par contre, on a évidemment au fur et à mesure embauché des ingénieurs aussi américains. Mais dans l'équipe de base, on avait des Français et sans eux, on n'aurait jamais pu sortir le moins de produits. Et tu commences à combien de personnes
On a démarré à 4. On a démarré à 4. Donc software, mécanique, électronique et moi. Et puis on a levé des fonds. Et puis très vite on a commencé à monter l'équipe. Mais je suis toujours resté assez lean dans la taille de l'équipe. C'est-à-dire qu'au plus haut on est monté à 13. D'accord. On avait, 5 personnes dans l'équipe hardware, 5 personnes dans l'équipe software, un designer, une personne qui faisait du supply chain, donc qui s'occupait de sourcer les composants, et un VP Sales. Donc c'était assez lean. Et donc du coup, tu présentes au CES en 2016, donc il y a un peu plus d'un an, et tu as fait des ventes, des précommandes, c'est ça? Ouais, on a fait un Kickstarter. Que j'avais pas voulu faire. D'ailleurs, on a mis très longtemps à le faire puisqu'on l'a fait quasiment 20 mois après le début de la boîte, quand le produit était déjà quasiment prêt à être lancé en production de masse. Mais je l'ai fait parce que justement, on s'est frotté vraiment au plus gros des problèmes pour les boîtes hardware, c'est levée de fonds. Donc nous, on avait levé en tout 3 millions. Pour la R&D en fait, pour développer l'équipe et développer le produit, ce qu'on a fait. Mais on a commencé à avoir évidemment besoin d'argent pour financer la prod de masse. 3 millions, c'est premier tour. Ouais, 3 millions c'était le premier tour avec vraiment des super investisseurs, mais des investisseurs vraiment seed, donc pas capables, tu vois, ça c'est une des leçons, pas vraiment capables de nous accompagner jusqu'au Serie A. Et ce que j'ai appris vraiment tu vois, des gestion des opérations dans une boîte hardware, c'est que il faut lever plus que ce dont tu crois avoir besoin, parce que chaque run de production coûte cher, et pour arriver jusqu'au Serie A, t'as vraiment la vallée de la mort, où en fait tu vas passer en général 6, 9 mois, 1 an, des fois 1 an et demi, des fois même 2 ans à itérer sur ton produit jusqu'à ce que tu sois prêt à lancer en prod. Et à lancer sur le marché. Et là, en général, pour le Serie A, les VC vont te demander un peu de metrics, un peu de traction. Et ça veut dire que tu as besoin encore de 3 à 6 mois après le lancement pour lever un Serie A. Et donc, si tu veux ça, moi, c'est pas que je l'avais mal estimé, c'est que on a levé tout ce qu'on a pu lever. 3 millions, c'était déjà un beau seed. Tu m'étonnes. Et on pensait pouvoir réussir à faire un bridge jusqu'au Serie A. Et là, on a été vraiment, on a eu du mal. Parce que on se lançait tout simplement sur une nouvelle catégorie, un produit qui n'existait pas, et tous les VC nous demandaient la même chose. Écoute, l'histoire est très belle, on imagine que ça peut avoir du succès, mais on se fie très peu à notre instinct dans ce métier, et revient avec des chiffres, et quand tu as des chiffres de traction, et là on considérera investir. Et c'est pour ça que j'ai fait le Kickstarter. Je me suis dit qu'il fallait qu'on montre des chiffres, mais la raison pour laquelle moi je croyais pas au Kickstarter, c'est que déjà Kickstarter ça a perdu un peu de sa superbe. Beaucoup de projets qui ont jamais shippé. Oui. Et deuxièmement, c'est une communauté de geeks, pas de parents, tu vois. Et tous les produits à destination des familles sur Kickstarter n'ont jamais fait plus de 150 000 ou 200 000 $, à part tu vois, tout ce qui apprennent aux enfants à coder. Oui. Donc les produits très très geeks. Et nous on a fait 140 000 $. Donc c'était pas un échec puisqu'on avait un objectif de 100 000, mais c'était pas le succès non plus que tous les VC pouvaient attendre pour nous financer avant le série. D'accord. Et donc ça a été finalement pas un échec par rapport à Kickstarter, mais pas toi, t'avais besoin d'un bon métrique pour montrer quelque chose, et c'est là où ça a calé, selon toi? Ouais, c'est là où ça a calé, c'est que en fait nous, tu vois, les 4 derniers mois, donc entre mars et juillet 2016, donc je levais des fonds et en parallèle je cherchais des métriques. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, on préparait le Kickstarter, on avait l'espoir au fond que peut-être qu'on allait exploser les compteurs, mais je savais au fond de moi que ça allait pas être le cas. Et deuxièmement, il fallait aller chercher aussi ce qu'on appelle des purchase orders, donc des bons de commande de distributeurs, de retailers aux États-Unis. Donc, on a eu beaucoup de meetings avec les Best Buy, avec Amazon, et on avait tous des bons de commande d'eux. On avait aussi la Fnac qui était hyper fan de Illy, Boulanger, tout ce qui était prêt à commander. Mais ça ne suffisait pas pour les VC parce que
Parce que en fait, dans le hardware, les choses qu'on regarde, c'est le sell-in et le sell-out. Le sell-in, c'est nous qui vendons nos produits aux retailers. Mais ce que regardent les VC, c'est vraiment le sell-out. C'est-à-dire, est-ce que les retailers vendent ton produit aux clients finaux? Et la suite, les data. Donc, est-ce que nos clients qui achètent un EV vont l'utiliser? Voilà. Et ça, on en était loin, tu vois. Et donc, j'ai bossé sur toute cette partie-là, mais je me suis rendu compte quand même au bout de quelques mois que ça allait pas être suffisant et que si on n'avait pas nos investisseurs historiques qui nous bridgeaient jusqu'au Série A, on n'allait pas s'en sortir. Et on avait que la moitié de nos fonds, parce que c'était pas des gros fonds. On avait la moitié de nos fonds, on avait besoin d'à peu près 1,5 million. On avait 750 000 de comité et le reste on l'avait pas. Et c'est comme ça que qu'on a fini par vendre Illy à Nucleus. Et juste avant de revenir sur cette vente rapidement, pour bien comprendre ce qui te manque en fait à ce moment-là, c'est que tu as un produit. Ouais. Il existe un proto, il fonctionne. Hein. Yes. Il y en a plusieurs. Enfin, il y a des gens. Même, bah oui, parce qu'on avait une 50aine de devices dans la nature chez des bêta-testeurs, avec d'ailleurs des métriques d'utilisation incroyables. Plusieurs fois par jour, c'était adopté par les enfants immédiatement. Les parents rajoutaient des membres de la famille, parce que c'est un espèce de réseau social familial, avec des apps pour iPhone et Android. Tout fonctionnait. Et une adoption vraiment exceptionnelle, ouais. Donc une 50aine quand même. Voilà. Et du coup, toi, ce qui te manque, c'est la masse production, c'est ça? C'est cher. C'est cher et c'est-à-dire que vous savez le faire, mais il faut être capable d'en sortir X dizaines de milliers pour pouvoir vraiment te lancer. Et là, exactement. il te demande 750 000 $, alors que tu en as déjà levé 3 millions et 750 000 qui sont engagés. Ouais. Et donc tu cales quoi. Eh ben on cale parce que si tu veux notre usine en Chine. Donc techniquement on était prêt, on avait fait pas mal de runs de ce qu'on appelle des runs de pré-production. Ouais. On en avait fait 3. Et à chaque fois tu sais tu itères, il y a des bugs sur la carte électronique, il y a des problèmes mécaniques qu'on résout. Et donc c'est à chaque fois le temps qui passe entre les runs. Et puis à un moment, t'es prêt à lancer ta production de masse. Et donc nous, on était parti sur un batch de 5000 unités. D'accord. Et là, tu dois payer en général 50% du montant de la commande au moment où tu passes la commande. Pourquoi? Parce que tu dois acheter tous les composants qui rentrent dans ces unités. Et donc on avait besoin de cash pour financer ça, et puis on avait besoin de cash pour financer les opérations de la boîte jusqu'au lancement, et on avait besoin de cash aussi pour survivre, si tu veux, les quelques mois qui allaient nous amener au Serie A. Donc en gros, on avait besoin de s'acheter, 6 à 9 mois de temps, et encore 1,5 million, c'était vraiment le minimum. Hein. Je pense qu'on aurait été juste, mais j'avais l'espoir qu'entre-temps on est lancé, de montrer à quel point c'était un succès dès le début avec les premières unités qu'on allait shipper au backer Kickstarter. Et avec 1,5 million, on pouvait commencer à montrer ça. Donc voilà. Bon, on m'a dit que le premier épisode avec Simon était trop long, donc je vais pas te poser plein de questions. J'en ai 12 000 à te poser sur la Chine, comment ça s'est passé, comment on fait tout ça, mais on va pas rentrer dans ces détails. Éventuellement, on le fera une autre fois parce que je trouve ça passionnant, surtout pour quelqu'un qui vient d'un univers que je connais plus en ce qui me concerne, en tout cas le soft. Et donc du coup vous avez cette opportunité finalement de revendre tout ça à un concurrent. Exactement. En fait, cette boîte Nucleus nous reniflait depuis pas mal de temps. On était assez complémentaires parce que avait une équipe en fait de commerciaux, mais vraiment des brutes, qui étaient capables de vendre des produits qui n'existaient pas à la grande distribution. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils avaient en fait, Nucleus a développé une espèce de tablette intercom pour les grandes maisons, pour communiquer à l'intérieur d'une maison. D'accord. Donc un produit assez complémentaire d'Illy, et qu'ils avaient déjà, ils étaient à peu près au même stade que nous en termes de produits, mais ils avaient déjà prévendu plusieurs millions de dollars de leurs produits à Lowe's, qui est une des grandes chaînes, en espèce d'équivalent de Leroy Merlin aux États-Unis. D'accord. Mais par contre, au niveau produit et technique, au niveau du design,
Pas bon. Vraiment pas très bon. Ils ont outsourcé leur hardware, ils ont outsourcé une grosse partie de leur software et le design était vraiment hyper basique. Et quand ils ont su qu'on n'avait pas réussi à lever des fonds, voilà, on a commencé à discuter ensemble. Et au bout d'une semaine, on a signé une term sheet. Moi, ce qui m'importait à ce moment-là, t'es le champion de la term sheet, hein. D'accord. Ouais, term sheet rapide, ouais. Mais moi, le seul truc qui m'importait réellement à ce moment-là, parce que je savais qu'on n'allait pas réussir à sauver l'argent de nos investisseurs, c'était de sauver l'équipe, parce que j'avais pas envie qu'ils restent longtemps sans salaire et qui galèrent à rechercher un boulot. Il y en avait quand même pas mal qui avaient des visas et etc. Je les avais fait quand même venir de France. Et on a trouvé vraiment une super option pour l'équipe, d'ailleurs qui a rejoint à part 3 personnes dont ils n'avaient pas vraiment besoin à ce moment-là. Toute l'équipe a rejoint donc Nucleus et ils étaient basés à New York, donc ça a quand même facilité les choses. D'accord. Bon, très bien. Donc finalement tu t'en sors, j'imagine pas comme tu l'envisageais, enfin tu l'espérais, mais voilà, c'est quoi tes plus gros enseignements de cette aventure? Écoute, j'ai appris pas mal de choses, évidemment. Une des leçons que j'ai tirées, c'est la façon de gérer une boîte hardware, la façon de le financer, la façon dont on fait grossir l'équipe. Là-dessus, si tu veux, j'ai pas beaucoup de regrets malgré tout parce que on a vraiment levé tout ce qu'on a pu lever. C'est juste que peut-être qu'on aurait dû se battre un peu plus pour vendre un peu plus tôt nos produits à la grande distribution pour essayer de montrer de l'attraction. Voilà, donc ça c'est réussir vraiment à trouver l'équilibre entre la vente et le produit. Moi, j'ai vraiment mis toute mon énergie sur la création du produit et avoir une expérience vraiment exceptionnelle d'utilisation. Tu vois, on a passé 6 mois sur le onboarding du device, quoi. On voulait vraiment faire en sorte que les gens comprennent immédiatement comment ça marche, comment je rajoute des membres de la famille. Et moi, j'ai mis toute mon énergie là-dessus. Je pense que j'aurais dû passer un peu plus de temps sur la partie commerciale. Plus tôt pour prouver qu'il y avait quelque chose, passer un peu plus de temps avec les VC, les investisseurs. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est que le hardware. Alors aux États-Unis, on dit hardware is hard. C'est vrai que c'est très difficile. C'est plus difficile de créer un device qu'une app. Ça c'est sûr. Mais par contre, on crée tellement de barrières à l'entrée. Et moi, ça m'a donné envie de continuer là-dedans. Malgré ce qu'on peut penser quand on a une expérience qui était quand même bon, voilà, c'est pas un échec, c'est pas non plus un gros succès, mais j'aurais pu me relancer dans autre chose et finalement j'ai décidé de rester dans le hardware. Cette fois-ci tu as pris la décision de te dire j'ai appris quelque chose là-dedans. Voilà, est-ce que c'est parce que t'es pas allé là où tu veux que tu finalement peut-être te dis je veux le refaire pour réussir à aller là où je veux, ou est-ce que c'est parce que si t'avais cartonné et vendu ou que d'ailleurs tu avais lié à fond, peut-être que tu te dirais bon maintenant je veux faire du jardinage, mais peut-être que c'est aussi un truc que tu veux te prouver, non? Non, c'est pas la raison principale parce qu'encore une fois, j'ai pas cet ego, j'ai rien à me prouver à moi. D'accord. J'ai juste envie de suivre mon instinct sur les choses qui me plaisent, qui m'attirent, les choses que je comprends. Et je pense que les 2 ans que j'ai fait avec Illy, d'aller en Chine, de créer des lignes de production, de recruter cette équipe exceptionnelle, de toucher de près la création d'un produit qui allait créer des nouveaux usages, ça m'a passionné. Et j'ai appris tellement que je sais que je suis capable de refaire la même chose pour un autre produit. Donc là, justement, pour le coup, mon niveau si tu veux, ce que j'attends du nouveau produit que j'allais aider à développer ou développer était vachement plus élevé que ce que j'ai fait avec Illy. Parce que là, c'était hors de question de démarrer sur une nouvelle catégorie de zéro. J'ai certainement pas envie de faire du hardware pour faire du hardware et faire un gadget que personne va utiliser. Donc j'avais des attentes, si tu veux, très très élevées. Et puis là, je suis tombé sur une boîte dont je suis tombé amoureux et des fondateurs dont je suis tombé amoureux sur le champ, avec un potentiel gigantesque et eux avaient besoin de mon expertise pour monter une boîte hardware, pour monter une équipe, pour monter quelque chose qui potentiellement peut devenir grand. Et ça s'est fait comme ça et c'est comme ça que j'ai décidé de me relancer dans le hardware. Mais au fond de moi, c'est ce que je voulais.
D'accord. Et là, on est parti dans ta nouvelle aventure que tu as annoncée il y a une dizaine de jours, qui est dans de la medtech, c'est ça? Alors c'est pas vraiment de la medtech, c'est plus, on va dire, de la health tech, parce que medtech, ça implique que tu crées un device médical qui demande justement des certifications particulières, etc. D'accord. Ça, j'aurais pas fait. Mais en gros, c'est cette boîte qui s'appelle Prodontis, qui a été montée par Hugo et son papa qui est dentiste, Jean-Marie, en France, à Limoges. Et Hugo maintenant est installé à San Francisco depuis 6 mois. Il est passé d'ailleurs par le programme de Refiners. Et en fait, ils ont tout simplement inventé ils ont réinventé en fait la brosse à dents de zéro. Donc le papa est dentiste et Jean-Marie s'est rendu compte. En fait, c'est un éternel hacker. C'est un électronicien, un mécanicien, un dentiste à la fois. Et il a commencé à inventer en fait ce nouveau process qui ferait que je mettrais le device dans ma bouche. Donc ça ressemble le bout du device ressemble en fait à une espèce de gouttière en silicone que tu mets sur ta mâchoire et qui fait le travail pour toi tout seul. Et en 30 secondes, donc 4 fois plus rapidement qu'une brosse à dents électrique, t'as les dents nickel. Et tu as aussi en fait une efficacité qui est 2 fois meilleure que la meilleure des brosses à dents électriques, la Sonicare. Donc qui enlève en fait 80% de ta plaque dentaire, qui est le matrix que tous les dentistes traquent pour la bonne santé de tes dents. D'accord. Donc plus efficace et plus rapide via un device vraiment, complètement réinventé l'expérience du brossage de dents, plus efficace et plus rapide. Voilà. D'accord. Et je suis tombé amoureux du truc. Donc là, il faut lever 5 millions. Là, tu vas devoir t'envoyer sur un truc. Donc, t'es là-dedans en ce moment. Voilà, je suis là-dedans. J'ai rejoint l'équipe. Je veux dire, pardon, quand t'es là-dedans dans la levée déjà, peut-être pas encore. On est en plein dans la levée. On est en plein dans la levée qui vient de démarrer parce que je viens d'arriver, mais il y a déjà pas mal d'intérêt parce que c'est un produit consumer qui a clairement le potentiel de réinventer. Même si j'aime pas le mot disrupter cette industrie, et qui est une industrie évidemment qui est gigantesque, on se brosse tous les dents 1 à 2 fois par jour au minimum, donc voilà, il y a quelque chose vraiment de sympa à faire, et j'ai senti que je pouvais amener quelque chose, et pareil de leur côté. Ouais, ça, écoute, je te souhaite une belle aventure là-dessus. Ça a l'air assez excitant en effet, et puis c'est vrai que ce qui est intéressant là-dessus, c'est que de toute façon je le souhaite à tout le monde qui nous écoute, mais on se brosse les dents et on se brossera toujours les dents. Donc le réinventer pour quelque chose qui fonctionne mieux, il y a forcément une promesse qui est tout de suite très 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 intéressante. Écoute, je voulais juste rapidement revenir avant qu'on wrap up, comme on dirait, sur avec l'accent français, sur peut-être tes rituels, qu'est-ce que les spécificités, ou comment tu trouves tes idées, comment tes journées s'articulent. Je vais commencer par peut-être par exemple ton agenda. Ouais. Quand tu selon tes différentes aventures, c'est quoi? C'est beaucoup d'internes. Comment tu t'organises tes journées? Écoute, entre productive et la suite, il y a eu un changement radical. C'est qu'en fait, productive, dans ma tête, j'étais un entrepreneur, j'étais un CEO, et je devais travailler tout le temps. Et honnêtement, je mettais un peu ma vie perso pas de côté, parce que tu vois, on n'a jamais eu de soucis là-dessus avec ma femme, qui était hyper compréhensive sur ma carrière, et que je lançais ma boîte. Mais si tu veux, je passais mes week-ends à travailler, je rentrais du boulot le soir, je travaillais, j'avais pas de pause. Et après Jive, ma deuxième boîte, Illy, j'ai changé vraiment radicalement de modèle, où en fait je bossais hyper bien la journée, ultra productif la journée, et puis le soir et le week-end, c'était le soir et le week-end. Voilà, j'essayais d'en profiter. Alors ça veut pas dire qu'il y avait pas des soirées où j'étais sur mes emails, où j'ai toujours ressenti le devoir d'être disponible quand on avait besoin de moi, et inversement, tu vois, s'il y avait des choses urgentes, voilà, je m'en occupais. Mais par contre, voilà, je coupais réellement le soir et le week-end, et ça m'a donné une hygiène de vie qui m'a suivi depuis, qui me suit aujourd'hui. Et comme j'ai quand même une grande famille, j'ai 4 enfants,
c'est ça qui me ressource. Honnêtement, sans ça, je serais incapable d'être un bon entrepreneur aujourd'hui. De les voir sourire, de les coucher le soir, tu vois, il y a pas un soir, à part quand je voyage, où je les couche pas. Je passe du temps avec eux. Pareil avec ma femme. Le Shabbat, je ne travaille pas et je coupe tout. Donc 25 heures par semaine où je suis déconnecté complètement de ma vie d'entrepreneur et je profite d'autre chose. Et aujourd'hui, c'est vraiment un mode de vie qui me va parfaitement et c'est un message à tout le monde. Quand on croit que quand on est un entrepreneur, on se doit d'être connecté et dispo 24 sur 24, c'est une erreur, je pense. Je dis pas que ça marche pas, hein, je dis juste qu'avoir une vie équilibrée, ça a beaucoup plus d'impact sur notre productivité qu'on peut avoir l'impression de l'extérieur. Et voilà un peu mon emploi du temps, quoi. Le matin, j'arrive au boulot à 8h30, je pars le soir à 7h, donc j'ai des bonnes journées. Mais quand j'ai fini. Je pose mon téléphone pendant 1 heure quand j'arrive chez moi, jusqu'à ce que mes enfants dorment, je suis en mode avion. Y a rien qui peut me déranger, et ensuite je le rallume. Et voilà, s'il y a des urgences, s'il y a des emails à envoyer, bien sûr, je le fais, mais j'essaye aussi d'être présent physiquement quand je suis chez moi. Et est-ce que c'est hyper intéressant, et je pense que le notamment la notion du Shabbat pour ceux qui comme moi sont pas nécessairement pratiquants, le fait de reposer son téléphone et se dire et ses connexions, hein, pendant une journée ou pendant quelques heures, par-ci par-là, je me déconnecte totalement et j'arrête. Je pense que c'est quelque chose dont on a pas mal besoin, parce qu'on est souvent en plus complètement esclave de Ouais. tout ça, encore plus quand on est entrepreneur, mais ça marche aussi pour, Ouais. il y a beaucoup d'employés qui vraiment deviennent, faut pas oublier qu'il y a 10 ans, on avait à part ceux qui avaient des BlackBerry encore, pas des emails en permanence toute la journée ou le week-end qui arrivaient chez nous, on regardait pas les emails sur tout ça. Donc ça a quand même beaucoup changé. Et toi là-dessus justement, parce que c'est aussi un paradoxe de Slack, c'est-à-dire que on parle d'emails où on se dit on est quand même souvent esclave de ces emails. Je sais pas comment tu les gères toi. Moi je fais ce que je peux, mais il y a des moments où ça part en vrille. Mais je trouve que Slack aussi finalement a ce côté d'immédiateté où on c'est intéressant l'immédiateté, mais quelque part ça donne ça perturbe les priorités. Bah oui, et je t'avoue que moi j'arrive pas à décoller de cette immédiateté. Je suis n'importe qui m'envoie un email sait que je réponds très vite. Quand j'ai pas répondu après 2 jours, en général, c'est que je répondrai pas. Mais quand je dis que je réponds vite, c'est quand je bosse. Moi, je gère mes emails quand ils arrivent. Je gère pas mes emails, tu vois, 2 heures par jour, parce que dans mon rôle à moi, gérer mes emails et gérer mon Slack, en fait, ça devrait être 90% de mon boulot, parce que même quand tu parles à tes équipes sur Slack, ou que tu parles à des investisseurs ou à des clients ou voilà, à des fournisseurs par email, c'est ça qui occupe la majorité de mon temps. Donc moi, ça, tu vois, je suis pas hyper bon là-dedans. Tu vois, même le soir, si j'ai un message sur Slack ou email, c'est rare les moments où je me dis ça peut attendre le lendemain. Tu vois, j'aime pas faire attendre et en général, je réponds. Maintenant, quand je déconnecte. Voilà, c'est après le reste du temps, je reste quand même assez accroché à tous ces outils malheureusement. Ok. Et dans tes boîtes aujourd'hui, est-ce que tu as des méthodes de management, de recrutement, des choses un peu spécifiques? Ouais. Écoute, méthode de management, ça, j'ai envie de te dire que soit c'est naturel, soit ça l'est pas. Pour les gens pour qui c'est pas naturel, il y a des méthodes. Moi, il y a pas de méthode. Le management se fait vraiment, c'est une famille. Pour moi, mes employés, ça a toujours été ma famille. Ils ont toujours connu mes enfants, ma femme. Ils connaissent ma vie. Je suis hyper transparent sur la vie de la boîte, etc. Et après, en termes de process, il y a un truc qui était sympa qu'on faisait avec Illy, c'était des weekly démos. Donc bon, dans beaucoup de boîtes, t'as des weekly meetings. Nous, c'était des weekly démos. Et j'avais envie que, en fait, tous les membres de l'équipe sachent ce que font les autres, qui sont souvent sur des domaines complètement différents. En fait, je l'ai fait de manière un peu égoïste au début pour que moi, je puisse apprendre comment se passe chaque étape de la création d'un produit hardware. D'accord. Donc j'avais envie de comprendre du firmware engineer au ingénieur électronique, mécanique, etc. Je voulais qu'ils me racontent leur boulot. Et en fait, c'est devenu génial parce que l'ingénieur méca ne sait pas comment on développe une appli iPhone, ne sait pas comment le designer va bosser sur une interface.
Et ben du coup, c'était c'était une réunion d'1 heure où tout le monde présentait son boulot de la semaine en 2 minutes, très rapide. Et puis moi, à la fin du meeting, j'expliquais un peu les nouveautés, les contacts que j'avais eus, les recrutements, etc. Voilà, ça c'était un truc que je faisais, les weekly démos chaque semaine qu'on a inventé chez nous. Je me suis pas inspiré d'une autre boîte, mais je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui le font, quoi. Oui, non, c'est sûr. Après, je sais que chez Facebook en France, ils essayent en effet, de valoriser un peu les compétences et éventuellement de mettre en avant le travail de chacun. Yes. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, surtout quand on commence à être un certain nombre. D'accord. Et où est-ce que tu t'informes, toi, sur qu'est-ce que tu lis d'ailleurs plus généralement? Est-ce que tu lis que du business, est-ce que tu lis de la littérature? Est-ce que tu Ouais, écoute, alors je m'informe je m'informe sur Twitter. J'utilise plus de flux RSS ou de Flipboard ou autre depuis très longtemps, parce que ça me prenait trop de temps. Donc aujourd'hui, Twitter et Facebook, ça me suffit à faire ressortir les news principales. De temps en temps, j'utilise cette app qui s'appelle Nuzzle, Ouais. qui est une app un peu de social reading, quoi. En fait, c'est pas vraiment un Flipboard, mais c'est vraiment un filtre de ton Twitter. Voilà, donc ça c'est pour les news un peu tech. Et à côté de ça, oui, je lis beaucoup. J'étudie aussi pas mal la Torah, mais dans les lectures un peu plus ludiques. En ce moment, je suis pas mal roman depuis quelques mois. Les livres business, tu vois, qu'on lit tous les entrepreneurs. Ça, j'ai un peu arrêté parce que c'est beaucoup. Enfin, c'est souvent les mêmes conseils. Tu vois, les livres de Peter Thiel, etc. C'est sympa, mais c'est rarement le bon moment pour appliquer certains des conseils que tu lis dedans. Donc, j'étais souvent frustré de passer des semaines à lire des livres que je pouvais pas appliquer dans l'immédiat. Alors, des fois, je prenais des notes sur Evernote et j'espérais qu'un jour ça me serve. Mais du coup, j'en ai plein ma bibliothèque, mais je les lis beaucoup moins. Et voilà, en ce moment, je lis un. Faut passer au podcast roman. business. Alors, les podcasts. Ouais, voilà. Podcast, énormément. Non, podcast, par contre, je suis à fond. Ça, dans le métro à New York, je suis très podcast. J'écoute pas mal les trucs français aussi. J'aime bien Marc-Antoine Lebré, un super imitateur français. Donc j'écoute son podcast. Je crois que c'est sur RTL ou RFM. J'écoute les podcasts comme ça. J'écoute le tien maintenant et je lis. Et en ce moment, je lis un roman de Guillaume Musso qui s'appelle La fille de Brooklyn, qui est un roman assez sympa. C'est gros, mais sympa. Voilà. Ouais. Ok, écoute, je vais réussir presque. Là, je vois 1h29 sur mon truc à tenir en 1h30. Je m'étais dit c'était vraiment le max du max. Donc je suis vraiment ravi. Est-ce que on peut te suivre donc toi sur Twitter? Donc yes. C'est @Ilan. T'as de la chance. ILN. Ouais. Et on peut t'ajouter sur LinkedIn sans problème. On peut m'ajouter sur LinkedIn, sur Facebook. On est partout. Ok, bon, très bien. Et donc tu fais encore des émissions en France. Tu participes à BFM Business, je crois, un moment. Ouais. Je suis depuis 2 ans maintenant. J'ai une chronique en fait sur le Grand Journal de New York qui passe sur BFM tous les samedis soirs, je crois. Et j'ai une chronique sur les objets connectés, le hardware, Internet of Things, etc. D'accord. Donc, que tu tournes de New York, du coup. Depuis New York, ouais, avec Sabrina Cagliozzi. Je vais craquer. J'étais en train de finir ce podcast, mais il faut quand même justement que je t'en pose une dernière sur la presse. Tu disais tout à l'heure, mais c'est vrai que tu arrives à faire beaucoup de presse en France, aux États-Unis, un peu partout. C'est quoi tes secrets? C'est, je pense, de bien comprendre comment fonctionnent les journalistes. De mettre à leur place quand je leur envoie un email pour leur faire part d'une news, de faire toujours des emails très courts et d'essayer de m'adresser à ceux qui sont a priori intéressés par ce qu'on fait nous. D'accord. Et donc déjà un gros travail de filtre en fait que font les agences de presse, mais moi j'ai toujours aimé le faire moi-même. Et puis c'est vrai qu'à un moment c'est un cercle vertueux aussi quand au bout de 2-3 ans tu parles avec les mêmes journalistes. Maintenant j'ai des très bonnes relations avec pas mal de journalistes et puis surtout je les sollicite pas tout le temps. Tu vois, je les sollicite quand il y a quelque chose d'intéressant pour eux. Quand c'est pas le cas, ils passent à autre chose. Et quand c'est le cas, ils sont contents d'avoir une news intéressante pour TechCrunch, pour Le Figaro ou autre. Donc voilà, de se mettre à leur place, d'écrire des messages très courts, de pas les harceler.
de leur rendre service quand des fois ils ont des questions, ils veulent parler à des gens en particulier, d'être là, quoi. Voilà. Ouais, et surtout que tu as un rôle de pivot important à New York dans la communauté d'entrepreneurs et de la tech, donc c'est vrai que tu peux, j'imagine, être... et ça peut aider. Ouais, très bien. Ok, bon, écoute, j'en aurai encore d'autres, mais je me tais. Je vais respecter cet engagement. Je te remercie infiniment, Ilan, de m'avoir accordé cette heure 30. J'espère que ça plaira à tout le monde autant que ça m'a plu. Si des gens ont des questions, ils peuvent te les poser, mais ils peuvent aussi me les poser, et puis éventuellement on fera un follow-up de ce podcast dans un futur épisode. Ok. Merci, bonne journée donc à toi, et puis moi je vais aller dîner. Ciao Ilan, à plus. Ciao. Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. J'espère que vous avez pu apprécier cet entretien, cette conversation avec Ilan, un entrepreneur donc très différent qui a toujours bataillé pour trouver ses financements et aller au bout de ses idées dans un pays où les règles du jeu sont très différentes de celles qu'on a en France. Le Frenchie à New York, c'est pour moi un rêve, cette espèce de rêve américain que vous avez peut-être eu aussi à un moment dans un coin de votre tête. Pour le prochain épisode, nous allons partager une grosse heure et demie avec Sébastien Kopp, qui est le fondateur de Veja, une marque, pour ceux qui connaissent, Veja, V-E-J-A, une marque de basket, de sneakers écologique, éco-responsable et développement durable. Ça va être vraiment très différent. Donc je suis impatient de vous présenter tout ça. Ajoutez-moi sur Facebook, LinkedIn, Twitter, si vous voulez me faire vos commentaires. Abonnez-vous sur iTunes, SoundCloud et surtout, partagez vos épisodes préférés. Je compte sur vous. À très bientôt sur Génération Do It Yourself, l'épisode 3. C'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.